Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr et avec nous son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Catherine Tricot, la directrice de la revue Regard. Bonjour. Bonjour. Stéphane Vernet, qui est le directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Alors au menu cette semaine, le déficit et la dette qui montent et qui font trembler Paris devant les agences de notation et qui font aussi tanguer le gouvernement, tout en aiguisant les tensions entre le président et son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Sans oublier qu'après l'assurance chômage, c'est au tour de l'emploi à vie dans la fonction publique d'être dans le viseur de la Macronie. Mais avant d'aborder ces sujets sonnants et trébuchants, commençons par la fin de vie. Ce mercredi, en effet, a été présenté en Conseil des ministres le projet de loi sur l'aide à mourir. En effet, plutôt que de parler de suicide assisté ou d'euthanasie, c'est cette expression, l'aide à mourir, qu'a choisi le président de la République après des mois de tergiversation sur ce sujet si sensible. On va tout d'abord écouter la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, à l'issue du Conseil des ministres. Très concrètement, c'est un modèle français de la fin de vie, une réponse éthique à des besoins d'accompagnement des malades et également à des souffrances qui sont des souffrances inapaisables. Et vraiment, c'est un projet de solidarité vis-à-vis de personnes qui sont vulnérables. Elles sont vulnérables parce qu'elles sont malades, elles sont vulnérables parce qu'elles souffrent. Et l'idée, c'est de créer un espace. Cet espace, ça n'est pas un droit nouveau, ça n'est pas non plus une liberté. Jean-Marie, ce n'est pas un droit, ce n'est pas une liberté. Il y a des critères d'encadrement, notamment, je vais les citer. Il faut que la personne soit atteinte d'une maladie incurable, qu'elle présente une souffrance physique insupportable et qu'elle soit surtout en capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairé, mais malgré tout, ce n'est pas une chose si facile à faire passer. Non, c'est très compliqué et ça en appellera au vote des consciences de chacune et de chacun. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de consigne de vote à l'Assemblée ou au Sénat sur ce type de sujet. Vous avez raison de rappeler en même temps que c'est un texte qui se veut un texte d'équilibre et donc il y a un certain nombre de critères qui sont mis en avant. Et pourtant, il y aura une bataille certainement assez dure, comme toujours dans ces réformes de société, celle-là peut-être plus que d'autres, parce qu'elle touche vraiment au plus profond. Et il peut y avoir aussi malheureusement des arguties politiques dans le débat qui s'ouvre. Mais il y aura aussi une partie du corps médical qui fera obstacle. Et c'est déjà le cas, on voit déjà un certain nombre de réseaux ou d'associations se mettre en mouvement. Alors même qu'on peut considérer que c'est une démarche salutaire. Alors vous disiez tergiversation, je pense que moi je parlerais plutôt de précaution que de tergiversation. Parce il a beaucoup consulté. Oui, il y a eu les avis du Comité national d'éthique, il y a aussi la convention, le schéma qu'il avait dessiné pour d'autres sujets qui s'est appliqué aussi à réfléchir sur ce sujet. Et puis, in fine, ça revient devant la représentation nationale, ce qui est évidemment légitime et normal. Mais la bataille se fera sur les critères, en effet, sur le fait aussi que, in fine, l'acte final sera réservé à un médecin et non pas à la personne elle-même. Donc il y aura entrée en jeu dans le système d'un médecin obligatoirement. Et puis il y aura aussi une bataille sur le fait qu'un certain nombre de gens diront mais c'est l'euthanasie qui ne dit pas son nom, alors que l'aide à mourir, c'est... Voilà, donc sur tous ces points, on aura des débats probablement assez vifs. Alors Catherine, on a déjà entendu l'opposition d'une partie de la communauté médicale. On a aussi entendu l'Église catholique. L'archevêque de Paris a affirmé « nous lutterons ». Clairement, ça va être une discussion difficile et aussi très intime pour tous les députés parce qu'en effet, on prévoit un long débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, moi j'ai l'impression qu'on attend des médecins qu'ils arbitrent ou qu'ils s'investissent dans quelque chose qui n'est pas tout à fait... les raisons pour lesquelles ils sont devenus médecins. Ils le disent assez fréquemment. Aujourd'hui, déjà, ça existe à l'hôpital. Quand quelqu'un est en fin de vie, déjà, il y a la sédation profonde qui existe. Et puis, il se passe déjà ces événements à l'hôpital, on accompagne quelqu'un à mourir. Mais comme c'est à la limite du légal, il y a une collégialité qui s'organise. Ce n'est pas un médecin tout seul qui prend la décision. Il y a un groupe médical qui va accompagner cette décision quand elle est souhaitée par les familles, le plus souvent, et le malade lui-même.
Moi, j'ai l'impression qu'il faut garder une certaine souplesse, je dirais, dans la gestion avec les médecins. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse les forcer, qu'on puisse aller au-delà de leur intime conviction et qui sont liées aussi au rapport qu'ils ont avec leurs malades. C'est-à-dire qu'un médecin qui est à l'hôpital, il n'a pas la même relation qu'un médecin traitant, par exemple. Le médecin traitant, il peut accompagner un malade plus facilement. Mais l'autre chose que je crois, c'est qu'en fait, on a beaucoup accompagné ces annonces d'annonces sur le renforcement des soins palliatifs. Une stratégie à 10 ans a été annoncée. Mais moi, je trouve que ça serait bien qu'il y ait une réflexion globale sur le vieillissement. Parce que ce n'est pas simplement les soins palliatifs, c'est tout le monde. Toute la société est en train de vieillir et on voudrait avoir l'assurance, les uns et les autres, que nous ou nos parents vont avoir des conditions de vie qui font que ça vaut la peine d'être vécu. En fait, je crois qu'il y a le côté un peu massif, c'est est-ce qu'on va être dans des EHPAD hors de prix et dans lequel on végète. Juste les auteurs du texte prennent bien la précaution de dire qu'il ne s'agit pas de mesures destinées au grand âge. Il s'agit vraiment de mesures où seraient concernés vraiment des gens de tous âges atteints par un mal incurable qu'on ne peut pas soigner et dont la souffrance est devenue insupportable. C'est vraiment ça le cadre. Donc c'est circonscrit, c'est une petite partie par rapport à la question qui hante la société, qui est celle du grand âge. Évidemment. Stéphane, est-ce que c'est en effet circonscrit? Ceux qui déjà lèvent la voix affirment que ce n'est pas du tout cadré, c'est très flou, où est la frontière? Est-ce que ça va être difficile quand même pour le gouvernement de faire passer ça? Alors, le projet de loi vient d'être présenté en Conseil des ministres. Maintenant, il va être débattu à l'Assemblée. Ça va durer longtemps, parce que ce n'est pas un temps programmé, etc. Enfin, ça va durer assez longtemps. On parle de 2025. Hein. C'est-à-dire qu'après, ça va partir, une fois que le texte aura été amendé, transformé et voté à l'Assemblée, il va partir au Sénat à l'automne, qui va détricoter ce qu'aura fait l'Assemblée. Donc, il y aura forcément une deuxième lecture, un système de navette. Donc, on est parti pour un débat qui va durer longtemps. Pour le coup, ça va pas se jouer dans un temps très restreint. Et plus le temps de débat et de travaux autour de ce texte va avancer, plus les choses vont se préciser, plus les clivages vont s'affirmer, mais plus aussi les opposants au principe d'une aide à mourir vont pouvoir s'organiser et faire entendre leur voix sur les points qui posent problème. Et il y en a quand même pas mal. On a évoqué le principe de l'aide à mourir. En fait, dans des soins palliatifs aujourd'hui, il y a une aide à mourir qui existe déjà sous forme de sédation profonde et continue jusqu'au décès. On a parlé des médecins. Vous avez une majorité de médecins aujourd'hui qui disent qu'effectivement, ils n'ont pas prêté un serment d'Hippocrate pour prodiguer une aide active à mourir aux malades. Donc, il y en a quand même, on sait déjà qu'il y a toute une partie de la communauté médicale qui ne voudra pas faire l'acte. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas faire le geste en disant, eux ne parlent pas d'euthanasie. Ce qui leur pose problème, c'est de dire, attendez, là, on est en train de discuter d'une loi qui, en fait, est une forme de suicide assisté, en fait. Et donc, vous avez toutes ces questions qui vont se développer. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Catherine Tricot. Je pense que le point essentiel, c'est celui des moyens. C'est celui des moyens. Les soins palliatifs en France, ils existent depuis 30 ans, ils sont performants, ils sont particulièrement bien faits, on sait gérer la douleur, on sait accompagner les malades. Et le problème, c'est que ces soins palliatifs, ils ne sont pas suffisamment développés, ils ne sont pas suivis. Vous avez encore une vingtaine de départements en France qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Il n'y a aucune aide, aucune assistante qui sont faits aux malades dans le besoin dans ces départements-là. Et ça crée une inégalité fondamentale de traitement face à la mort. Il y a une inégalité fondamentale face à la mort dans nos pays. Et quand on a... Qui fait qu'il y a très très peu de centres de soins palliatifs qui répondent justement à l'accompagnement comme ce serait souhaitable. Donc c'est ça aussi une part du désert français. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et juste pour terminer, quand on voit que la stratégie décennale, donc à 10 ans, qu'on a une annonce formidable qui nous dit c'est 1,1 milliard sur 10 ans pour les soins palliatifs, c'est pas beaucoup. C'est ridicule. Par rapport aux besoins, par rapport au vieillissement de la population, c'est ridicule. On est complètement à côté de la plaque sur ce point précis. Bruno, est-ce que Emmanuel Macron a pris toutes les précautions nécessaires pour que ça passe, ou est-ce que c'est quand même un pari ?
Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, qui a été beaucoup critiqué justement pour ses hésitations, sa procrastination sur ce dossier, parce qu'il faut quand même savoir que c'est un dossier qui maintenant a quelques années. Emmanuel Macron s'était montré plutôt favorable, mais très prudent. Il a dans ce chemin qui a abouti à ce projet de loi. Il y a eu la Convention citoyenne. Il y a eu une secrétaire d'État dédiée à ce dossier qui a préparé le dit projet de loi. Donc moi, je trouve qu'il a plutôt pris beaucoup de précautions. Il a eu raison. Il a fait mûrir aussi le débat. Pour l'instant, dans une forme assez apaisée. Ça va se durcir avec le débat parlementaire et c'est normal, c'est une question fondamentale. Mais je trouve que pour l'instant, il a fait ce travail assez long qui peut permettre d'avoir un débat sociétal profond et espérons-le qui ne tourne pas à la foire d'empoigne. Le sujet ne le mérite pas, même si c'est un sujet de conscience. Et à l'arrivée, ce seront 577 députés qui devront se définir. Et quelque part, même si il y aura ensuite la première lecture au Sénat plus la deuxième lecture, le débat il va quand même d'abord être dans l'hémicycle avec ces 577 députés. C'est le cas tous les 10 ou 20 ans, on a des questions comme ça. On a eu le mariage pour tous, ça a tourné à la foire d'empoigne. Avant, si on remonte, il y avait quand même eu l'IVG. Donc on va avoir ce grand débat. Moi, je trouve que c'est plutôt bien pris, ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il y a un problème de moyens. Oui, la question des soins palliatifs, il y a eu beaucoup de retard. La France a accumulé du retard. Alors, pas seulement sous les années Macron, ça fait quand même de nombreuses années. Si on est dans cette situation avec 20 départements qui n'ont pas de centre de soins palliatifs, où il n'y a pas recours, et où il y a de toute façon, dans les autres départements, pas assez de structures. À Paris, il y en a très très peu. Et il n'y a même pas de... Les médecins, par exemple, certains médecins estiment qu'il faudrait une spécialisation. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi, même si le débat sur le fond... il n'y a pas photo, 70% des médecins sont contre aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il s'y prend plutôt pas mal. De toute façon, il faut évoluer sur cette question-là, au-delà du propre rapport qu'on peut avoir avec cette question, et d'avoir... Alors, c'est critiqué, mais d'avoir posé d'abord le débat par les soins palliatifs est plutôt raisonnable. Et ensuite, pour les cas très circonscrits, ultimes, il faut trouver une solution. Les mots sont choisis. Aide à mourir, c'est pas suicide assisté. Je suis désolé. C'est pas non plus d'autres expressions qui sont utilisées, notamment chez nos voisins, Belgique, Suisse et autres. La France essaie de trouver un modèle raisonnable, acceptable, compte tenu de notre histoire et globalement aussi de l'opinion. Je ne crois pas beaucoup aux sondages sur cette question. Je trouve que les sondages sont... Voilà, je ne sais pas comment sont comprises les questions, mais globalement, l'opinion est quand même derrière l'idée qu'il faut trouver un moyen, une solution sur cette aide à mourir, même si lorsqu'on est sans doute confronté, et les familles, quand elles sont confrontées, c'est parfois plus compliqué. Évidemment. Alors, je vous ai promis qu'on allait parler d'argent. On vient d'en parler déjà de façon tangentielle avec le manque de moyens pour les soins palliatifs. Alors, le gouvernement doit subir des mauvaises nouvelles les unes après les autres. Il a dû réévaluer sa prévision. Le déficit s'élève à 5,1% du PIB, devrait s'élever en 2024 au lieu des 4,4% espérés. Ça, c'est dans le nouveau programme de stabilité qui a été présenté ce mercredi. Un déficit qui avait déjà dérapé à 5,5% au lieu de 4,9% en 2023. Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est favorable à ce qu'on appelle une loi de finances rectificative, mais cette initiative a fortement mécontenté le président de la République. Alors, Jean-Marie, on voit qu'il y a des tensions claires sur la façon d'aborder ce dérapage du déficit et de la dette, évidemment. Oui, parce qu'on peut très bien plaider pour, au fond, la thèse présidentielle qui est de dire il faut regarder ça avec calme. Après tout, 5,1% de déficit, c'est pas non plus tragique. Et surtout, il faut se tourner vers la croissance et vers le retour du plein emploi. Donc, tout faire pour que le plein emploi revienne, tout faire pour relancer la croissance. Alors, le problème, c'est que si vous prenez des mesures d'économie, notamment des mesures de baisse des dépenses, vous allez freiner la croissance. Or, on a besoin de retour de la croissance plus vigoureux qu'il n'est, et il n'est pas vigoureux du tout, pour pouvoir affronter cette situation de déficit. Voilà. Bruno Le Maire, lui, mais ça nous sort du débat lui-même pour nous amener vraiment dans la politique élémentaire, quoi. Il faut toujours le rappeler, Emmanuel Macron n'est pas rééligible. Donc ça s'agite autour de lui et ça va s'agiter de plus en plus. Un des premiers à sortir du bois, c'est Bruno Le Maire, qui sort un livre qui décrit la voie française qu'il veut tracer
et qui, en même temps qu'il sort ce livre, l'appuie par une prise de position qui est vraiment conforme à tous les canons de la droite. Donc pour se rappeler au bon souvenir de la droite, il dit voilà, moi je serai l'homme de la lutte contre les dépenses publiques, le trop de dépenses, ainsi de suite. Donc c'est la mise en route d'une posture qui vise évidemment 2027. Je pense qu'il n'y a aucune surprise de ce... Et c'est assez amusant de voir que Emmanuel Macron en prend ombrage, mais on peut dire que Bruno Le Maire s'inspire d'un exemple connu et fameux, qui est l'exemple du ministre de l'économie de François Hollande, qui a joué un jeu encore plus dur que celui de Bruno Le Maire aujourd'hui. Alors ça met en question la place de Bruno Le Maire au gouvernement. Après ça, je ne sais pas ce que sera la suite du film. Mais néanmoins, on est dans un cas de figure, je pense, ultra classique. Catherine. Non, moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus qu'un problème de jeu politique et de posture. Je crois qu'il y a un désaccord, en fait, entre eux. Je pense que vraiment Bruno Le Maire, il a une vision, je dirais, classique et comptable, et que Emmanuel Macron, il a une autre idée de ce qu'il faut faire pour remettre la France en dynamique. Et d'ailleurs, ses actions, enfin ce qu'il promeut actuellement, si on regarde sur la question, par exemple, du monde du travail, il est tous azimuts. C'est-à-dire qu'il attaque sur la sécurité sociale pour les choses. Qu'il réforme encore. Oui, voilà. mais ce que je pense, c'est que ça relève profondément de ce qu'il avait dit quand il était candidat en 2016 et qu'il avait un peu son franc-parler, c'est qu'il fallait dérigidifier le monde du travail. Et lui, il perçoit le salariat comme une rigidité qui bloque le dynamisme de la France. Quand il était ministre des Finances de François Hollande, c'est ça qu'il avait fait avec la loi travail. Et depuis, il ne cesse de tenir cette ligne. C'est-à-dire que je pense que c'est le projet, véritablement, d'Emmanuel Macron. Alors que Bruno Le Maire le rabat sur quelque chose de beaucoup plus médiocre. Alors, moi, je ne partage pas du tout l'analyse que fait Emmanuel Macron de qu'est-ce qui bloque le dynamisme français. Je ne crois pas que ce soit les protections sociales et le statut du salarié qui bloquent le dynamisme de la France, mais c'est son analyse. Et c'est sur ça qu'il veut travailler. C'est-à-dire que penser que ce qu'il faut, c'est aller piquer 1 milliard ici, 1 milliard là, ce ne correspond pas au projet politique d'Emmanuel Macron. Il a 3 ans pour le faire. Je pense que c'est ça qu'il veut porter au bout. Il n'a pas envie que ça vienne... que ce soit perturbé par des histoires relativement médiocres et sans ambition. Alors, évidemment, le gouvernement a déjà annoncé qu'il fallait 10 milliards d'économies cette année. Maintenant, c'est passé à 20 milliards. Stéphane Vernet, on va juste écouter une passe d'armes qui a eu lieu ce mardi à l'Assemblée nationale entre le leader des Républicains, Éric Ciotti, et le Premier ministre à propos d'une hausse possible des impôts. On les écoute. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, augmenter les impôts après les élections européennes? Allez-vous désindexer les pensions de retraite? Allez-vous toucher aux dépenses de santé? Nous vous le disons aujourd'hui solennellement, nous nous opposerons à la plus grande des vigueurs et par tous les moyens constitutionnels à ce plan caché que vous dissimulez aujourd'hui aux Français. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les Français. Je le dis très clairement, très calmement. Et la ficelle est un peu grosse. La ficelle est un peu grosse à vouloir faire croire l'inverse. Nous avons toujours suivi cette ligne et évidemment, nous la tiendrons. Voilà, Stéphane Vernet, Emmanuel Macron se serait énervé en privé. Il leur a dit il faut arrêter la foire à la saucisse. Tout le monde propose des choses, mais il faut tenir la ligne. Oui, Gabriel Attal, lui, il parle du concours Lépine, des idées pour relancer la fiscalité, etc. Donc, j'ai vu le premier d'ailleurs. Oui, alors il fait une commission. Donc, Alors, le discours officiel, c'est de dire on n'augmentera pas les impôts. On a toujours promis qu'on n'augmenterait pas les impôts, donc on n'y touchera pas. Le problème, c'est qu'il y a un moment, on arrive à une injonction contradictoire, une solution qui paraît un peu difficile à résoudre. Comment est-ce que vous voulez parvenir à régler l'équation quand on voit que en fait, le déficit est très supérieur à ce qui était annoncé? Et on dit, il va falloir rétablir la trajectoire. Vous avez un Bruno Le Maire qui crie partout que non, on arrivera à repasser sous la barre des 3% de déficit d'ici 2027. Ça paraît très difficile à tenir, surtout si on ne peut pas agir sur la fiscalité. Et moi, je pense que l'agacement entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, il vient aussi directement du fait que l'alarme qui est sonnée par Bruno Le Maire, qui est quand même inspirée par des chiffres qui sont très mauvais,
Et donc lui le dit parce qu'il y a quand même un principe de réalité. Il y a un vrai problème dans la gestion des comptes publics et de l'état de la dette de ce pays. Il a le devoir de le dire, mais en le disant, quelque part, c'est une façon aussi de faire la critique en creux de la politique économique soutenue par le président de la République depuis son élection en 2017. Parce que ce qui se passe cette année, en fait, et ce qui fait qu'il nous manque 20 milliards, c'est que les recettes ne sont pas du tout à la hauteur. Ce n'est pas un problème de dérapage des dépenses, c'est avant tout un problème de recettes manquantes. Et si les recettes manquent, c'est que quelque part, pour la première fois depuis quelques années, les dispositifs de libération du travail, d'allègement des charges sur les entreprises, un contexte international quand même. Aussi, sauf que cette fois-ci, les Allemands sont quasiment en récession. Mais alors tout à fait. Mais ce qui change chez nous, c'est que ça fait quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs années que le gouvernement dresse des budgets sur des prévisions de croissance que leurs opposants disent ou dénoncent en disant c'est irréaliste, on ne sera pas aux prévisions de croissance annoncées, il va y avoir un trou, etc. Mais à chaque fois jusqu'à maintenant, le gouvernement était retombé sur ses pattes et les comptes étaient à l'équilibre et c'est plutôt eux qui avaient raison. Et là, pour la première fois, ils ont raté la marche et puis ils l'ont bien raté. Et les oppositions ne les ratent pas. Je ne sais pas s'il faut essayer de partager les torts entre ou de savoir qui est le moins frugal des deux, Macron, Le Pen. J'ai envie de pas les le maire. J'ai envie de pas les départager parce que je pense que les deux ont été. Emmanuel Macron est le président le plus dépensier de la 5e et Bruno Le Maire restera comme le ministre de l'économie qui aura le plus creusé le trou. Alors il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. La Covid, après je trouve que le quoi qu'il en coûte a duré sans doute trop longtemps. Ce qui est certain, c'est que pour le coup, je suis d'accord avec Jean-Marie, Bruno Le Maire a vraiment été très politicien. Il écrit son bouquin dans le dos du président au mois de décembre. Il sait parfaitement que les recettes vont baisser. Donc, il voit bien ce qui se passe, la trajectoire des 6 mois, avec à la fin des 6 mois, la dégradation de la note de la France. C'est écrit, c'est signé. On en reparlera dans l'émission au mois de juin. Vous verrez, Standard & Poor's au mois de juin. Donc, ça, il le sait. Et au fond, il se dit, je vais endosser le costume du père Larigueur et je vais peaufiner ma stature présidentielle. Surtout qu'ils passent leur temps à regarder ce que fait Édouard Philippe, ce que fait Gérald Darmanin, ce que fait Gabriel Attal. Ils sont déjà, eux, dans la perspective. Et donc, ça crée ça. Je trouve que là, pour le coup, il a essayé de jouer perso. Et jouant perso, il a quand même saper un peu les fondamentaux du macronisme. Alors on est pour ou on est contre, mais les fondamentaux du macronisme, c'est justement essayer de créer de l'emploi, c'est l'attractivité de la France, c'est tout ça. Et il a libéré la parole à gauche et on voit maintenant l'aile gauche de la majorité se lâche parce qu'évidemment Bruno Le Maire est le premier à critiquer. Alors le président a sifflé la fin de la récré. Ils ont une explication de gravure. Ils ont une explication de gravure. Il a décidé de rester au gouvernement, s'est calmé. On en reparle au mois de juin avec la note dégradée. Mais entre-temps, les dégâts sont quand même considérables. Parce que la liste aux européennes qui commençait un petit peu à remonter a perdu 3 points sur les 15 jours de polémique. C'est simple, ils étaient quasiment remontés à 20, ils tombent à 16. Là, ce soir, dans le rolling, ils perdent encore 1,5 point, un demi-point. Donc, globalement, ils ont perdu 3 points dans cette affaire parce que la dette, alors il y a l'anxiété climatique, mais il y a aussi l'anxiété de la dette maintenant. C'est un truc... Ce qui est le plus dommageable dans la situation actuelle, et dans la foulée d'ailleurs de Bruno Le Maire, c'est que quand on lit la presse, tous les titres sont plus catastrophistes les uns que les autres. Alors, comme l'a dit pour une fois justement, je crois que c'est Gabriel Attal qui a employé ce mot, on dit nous avons un problème sérieux. Mais un problème sérieux, c'est pas la faillite, c'est pas l'État en faillite non, parce que si on avait suivi François Fillon, un État en faillite depuis le temps qu'on était en faillite, je veux dire, n'existe rien. Mais le maire a dramatisé le truc. Voilà, exactement. Ils disent il n'y a pas d'impôt. Et ça ajoute une panique eux-mêmes. Ça ajoute à l'anxiété ambiante qui est déjà élevée et très élevée à juste titre. Et donc ça participe, en effet, ça va provoquer un recul supplémentaire des partisans du président de la République. Ah oui. Ça, c'est évident. Mais ça peut aussi, Catherine, provoquer un tremblement de terre à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, dans son intervention, a laissé entendre qu'ils utiliseraient tous les moyens. Oui. Et il y a le spectre d'une motion de censure présentée par LR. Le RN, la gauche, ont déjà dit, si c'est en effet pour le sujet du déficit, d'un budget insincère et tout ça, on est prêt à vous suivre. Est-ce que ça peut arriver, ça peut rebattre évidemment toutes les cartes? Oui, c'est tout à fait certain que c'est ça l'enjeu
politique le plus gros qui est au-dessus de cette histoire. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron s'oppose à l'idée de faire un budget rectificatif, parce qu'il faudrait le faire voter à l'Assemblée, et ça ne passerait Oui, mais pas. c'est là où le maire, en le réclamant ou en écrivant aux députés qu'il en fallait un, il a mis le feu au fond à la Absolument. situation. Donc là, et alors je ne sais pas très bien à quoi jouent les LR, parce que quand même... La motion de censure. Non, mais la motion de censure, sûr. sauf que la motion de censure, on en sort dans quel état? Non, mais de cette justement, motion on n'en sort pas. On ne va pas améliorer la situation. Il spécule sur le fait que Emmanuel Macron N'osera n'oserait pas. Oui. N'oserait pas. N'oserait pas, il faut quand même expliquer quoi. N'oserait pas. N'oserait pas N'osera dissoudre. Voilà. Non, Voilà. Pas Il y a- dissoudre l'Assemblée il y a- nationale. il y a- Si vous dissolution de l'Assemblée nationale aujourd'hui voudrait dire majorité absolue pour le Rassemblement national. Et donc Selon les apparition sondages. Oui, à enfin, on serait Matignon pas d'un loin. Premier ministre Rassemblement national. Et donc pour un président de la République, ces 2 ans ou 2 ans et demi de cohabitation, c'est une chance. Parce que la cohabitation, comme chacun sait, c'est une renaissance pour un président de la République. On n'en est pas là. Mais je trouve Et que surtout, le calcul... et surtout, lui, il ne peut pas le se représenter. Donc, Oui, Franchement, le calcul de LR est absurde et il continue à s'enfoncer et à singer le Rassemblement national qui, du coup, prend des allures de responsable et de raisonnable et c'est eux qui alimentent la chaudière. C'est vraiment absurde. C'est un calcul d'autant plus surprenant qu'on peut s'attendre en cas de dissolution, s'il y avait des législatives anticipées aujourd'hui, etc. Vous l'avez dit, le Rassemblement national arrivera en tête, le groupe Renaissance, la majorité présidentielle, il perdrait des plumes, ça c'est incontestable. Mais combien croyez-vous que de députés, les Républicains, resteraient à l'Assemblée? C'est là Mais on sait à peu près qu'il y a le sondage, c'est le sondage compliqué, c'est là qu'il y a un ils sont deal. 60 aujourd'hui, Il faut se il en rappeler du perdrait deal 20. qui existait. Ça fait mal quand Il même. faut se rappeler Ah ouais. des proclamations de Marine Le Pen qui avait dit à l'adresse des LR que dès lors que vous votez la censure, vous n'aurez pas face à vous un candidat du Rassemblement national. Donc c'est une sorte de viatique accordée par c'est le vrai. Rassemblement national aux députés LR Ouais. pour les encourager à voter la censure. Donc ça, c'est déjà Lors- dealé, si ça, j'ose c'était dire. lors de la loi sur les retraites. Ouais. Il y avait eu cette espèce d'accord. Alors, est-ce qu'il tiendra? Il y a quand même les promesses n'engagent Oui, que... Mais bon, ceci C'est étant... ceux qui y croient. Hein. Oui, j'imagine que du côté des LR, il y a un certain nombre de personnes qui espèrent peut-être à cette occasion... parce que s'il y a un vote et que le gouvernement tombe, il n'y a pas automatiquement la dissolution Voilà. de l'Assemblée C'est vrai, nationale. bien Il sûr. peut y avoir un nouveau gouvernement président fait et ce dans qu'il ce veut. cas, une nouvelle négociation sur le programme dans lequel les LR rentrent en force. Alors, juste un dernier sujet rapidement. Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, a jeté un pavé dans la mare en affirmant que le tabou de l'emploi à vie des fonctionnaires devait être levé. Alors, évidemment, ça a fait réagir la gauche, ça a fait réagir les syndicats. Logique, mais pourquoi Lui affirme que ce n'est pas pour des raisons comptables, mais des raisons d'efficacité. Plusieurs choses. D'abord, il n'est pas le premier à le dire. Il y en a déjà eu 2 qui l'ont dit avant lui. Ça s'est mal terminé. Christian Sauter à la fin du siècle dernier. Oui, mais jamais 203, Bruno. Et le deuxième, c'est Christian Jacob qui a vite remballé la marchandise et qui a pu rester au gouvernement. C'était sous l'ère Chirac. Donc, vous voyez, c'est pas le premier. Alors, la surprise, c'est plutôt Stanislas Guerini. Bon élève, plutôt prudent. Quand il dit quelque chose, on l'entend pas beaucoup. Il revient. Macroniste pur sucre. Hein, quand même. Macroniste pur sucre. Il revient avec une feuille de route très précise. Il doit faire une réforme de la fonction publique, fin de les grilles ABC pour ceux qui connaissent nos téléspectateurs, et le salaire au mérite. La question du licenciement, en fait, le mécanisme existe déjà, il n'est pas appliqué. Je crois 20 à 25... L'an passé, oui, très peu. 13, C'est anecdotique. 13, enfin, vraiment, c'est ridicule. Donc, On ne parle pas de pourcent, hein, on parle de cas. Voilà. Vous voyez, Voilà, non, mais donc, c'est- il n'y aurait aucun fonctionnaire qui ferait des fautes. Moi, je trouve ça assez incroyable. Bon, moi, je trouve que ça ne me choque pas. Je comprends que les syndicats montent au rideau. Ce qui est étonnant, c'est qu'avant les Jeux, ils avaient dit qu'ils ne feraient pas de réforme. Justement, ils attendraient les Jeux. Et là, ils parlent. Donc, du coup, là, maintenant, on dit qu'en gros, le ministère dit ses propos étaient mal calibrés. Et donc, il se tait jusqu'à la rentrée. Parce qu'on a Il peur. reparlera d'autres choses. Mais je pense que le vrai sujet, c'est pas le licenciement des fonctionnaires, parce que ça n'arrivera pas. C'est le salaire au mérite. C'est revoir le mécanisme de rémunération des fonctionnaires ainsi que leur mobilité. Mais est-ce que c'est pas risqué, Stéphane? Alors et puis ça fait partie de la réforme. Et on Ça, c'est retient, la vraie on retient- oui, c'est la vraie réforme. Et moi, je suis complètement d'accord avec Bruno Jeudi. Je pense que l'intention de Stanislas Guerini, elle est vraiment, c'est toute la rhétorique de l'efficacité, etc. En gros, il faut pouvoir remercier des fonctionnaires qui font pas le job, parce qu'à côté de ça, on en embauche à tour de bras et on a des besoins énormes. Donc il n'est pas question de dégraisser, de virer, voilà. Donc je pense que son logiciel, c'est vraiment ça, la question de l'efficacité. Le problème,
c'est que le timing est pire que tout. C'est juste pas le moment de le faire. On est en train de dire qu'il va falloir trouver 10 milliards d'économies supplémentaires après un coup de rabot de 10 milliards. Les finances, on vient de l'évoquer, ça va pas. Vous avez la perspective des européennes et on sait que la fonction publique, c'est un petit peu compliqué. Vous avez les JO qui arrivent et donc on a déjà les préavis de grève sur 6 mois. Enfin, c'était juste pas le moment. Et là, je pense qu'il a gaffé. Non, il a mal calibré son propos dans le Parisien. Voilà, on va dire ça. Oui, d'autant que ce sont les mêmes mots qui sont employés par Eric Ciotti. Il a rétro-pédalé le lendemain, ou le jour même. La même chose. Pour le moins, c'est quelque chose de dit en tout cas à contre-temps. Imagine-t-on une négociation qui commence par ce genre de propos. Vous avez rideau et porte fermée tout de suite, donc c'est incompréhensible. Surtout qu'il rencontrait les syndicats de la fonction publique surtout la veille. Du calendrier, c'est vraiment absurde. Catherine. C'est dit avec une grande ingénuité, en fait. Parce qu'il a simplement dit exactement ce qu'il pense. Tout à l'heure, je disais, le cœur de la pensée macronienne, c'est qu'il faut lever les rigidités, et parmi les rigidités, mais ça, c'est ce qu'il pense. Mais moi, je pense qu'il n'a pas tort. Mais moi, je pense qu'il a totalement. Alors, moi, je pense qu'il a totalement tort. Voilà, Bruno, vous pensez qu'il n'a pas tort. Moi, je pense qu'il a totalement tort. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet. Donnez-moi 30 secondes pour dire non, je ne veux pas me réconcilier. Je vais dire pourquoi il a totalement tort. Très vite, très vite. On restera comme celui qui a embauché le plus grand nombre de fonctionnaires. Et après, vous allez dire qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires. Ça dépasse les 50 000, je crois. C'est tout à fait possible. Pour quelqu'un qui voulait en supprimer 100 000. C'est tout à fait possible. Ce que je dis, c'est que si la France a encore des pôles de stabilité, elle les doit à ses services publics et au fait que presque un quart des familles ont un fonctionnaire dans leur famille. Pour aller voir le banquier, pour acheter un appartement, pour assurer la scolarité des enfants, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui n'a pas la trouille à zéro, de savoir s'il va être licencié. Ça, c'est le premier point. Non, mais le fait que la France, le fait que les gens aient un peu de... Moi, je pense que le fait que les gens aient un peu de stabilité, ça me paraît pas mal. Mais je sais qu'après, on n'est pas d'accord, mais quand même, voilà, moi, on connaissait que dans la fonction publique territoriale... La deuxième chose, mais moi, je ne parle pas de ça, moi, je parle des fonctionnaires, je ne parle pas de la politique. Je ne parle pas de la politique. Très vite, Catherine. Je ne parle pas de la politique de recrutement. Ce que je dis, c'est quand on est fonctionnaire, je trouve que ça participe de la stabilité du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a une belle fonction publique. La deuxième chose, c'est que la fonction publique, mais ce n'est pas la faute des fonctionnaires. Le nombre de fonctionnaires ne relève pas de la décision des fonctionnaires. C'est pas eux qui sont. Vous entendez les syndicats. Ce n'est pas eux qui sont il y en a assez. Mais Bruno, c'est pas eux qui sont. Il va falloir que je vous arrête. Ils sont embauchés. Et la deuxième point, et c'est mon dernier point, c'est que la fonction publique, c'est un des endroits où il y a encore de la formation interne, de la promotion interne, et que c'est comme ça. Si on a des problèmes de compétences, c'est un des endroits. Mais moi, je suis pour les fonctionnaires. Mais moi, je regrette. Ce n'est pas le problème dont il est question. Là, ce qu'on veut, c'est licencier des gens qui seraient soi-disant incompétents. Je dis que ça, c'est commencer à chercher des poux dans la tête. Comme dans tous les corps, il y en a forcément. Il faut former les gens. Je vous arrête. Il faut former les gens. Et c'est l'heure de la politique sur les réseaux avec Véronique Ressout, la directrice de Backbone Consulting. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, on n'a pas parlé de la campagne des européennes, ou un tout petit peu, elle est lancée et beaucoup pointent une forme d'irresponsabilité d'être sur TikTok. Être ou ne pas être sur TikTok, c'est une vraie question. Vraie question. On pose toujours la question, est-ce que les élections vont se jouer sur les réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est souvent TikTok. Donc il y a une grande question. Vous savez que Raphaël Glucksmann a dit cette semaine justement que lui, il n'irait pas, que c'était... Lui, il est sur Instagram. Voilà, on va y venir. Vous pouvez nous rappeler ce qui distingue TikTok des autres réseaux? Alors, d'abord, c'est chinois. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup de polémiques qui racontent qu'on va chercher les données. Mais là, on va dire que le politique qui s'exprime sur les réseaux n'est pas concerné par ça. C'est plutôt les gens qui y sont. L'autre chose, c'est qu'on ne connaît pas la réalité du fonctionnement de l'algorithme, mais ce n'est pas tout à fait non plus très transparent sur les autres. Et enfin, c'est une logique de vidéo. Et en fait, vous avez des boucles de vidéos qui arrivent qui font que c'est assez addictif. Et puis, la grande spécificité, et qui est l'explication de pourquoi on doit se poser la question, c'est que ce sont des jeunes, essentiellement des jeunes, qui sont sur TikTok. En tout cas, c'est là où ils sont le plus massivement. Donc, si on veut que les jeunes commencent à s'intéresser à la politique... Et c'est Jordan Bardella qui a le plus d'abonnés. Alors, je vous ai fait un petit classement. Alors, le champion, c'est quand même notre président. Bonne nouvelle, ça veut dire que les jeunes s'intéressent quand même à la fonction du président de la République. Il a 4 millions de personnes qui le suivent. Ensuite, c'est Jean-Luc Mélenchon quand même, encore, à 2,3
3 millions. Ensuite, vous avez M. Bardella. Et puis ensuite, ça descend. M. Boyard, Mme Panot, Mme Le Pen, M. Jean Lassalle et ainsi de suite. Donc on voit que quand même, il y a quelques mastodontes politiques qui sont sur TikTok. Après, on va regarder, puisqu'on parlait du sujet des européennes, mais regardons M. Bardella. Alors vous voyez, il y a 2 chiffres en dessous. Pour répondre à votre question aussi, Jean-Marie, il y a 1 million d'abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui suivent. Donc ça, on va dire c'est une sorte de taux d'intérêt. Mais vous avez 23,6 millions de j'aime. Et là, c'est autre chose. C'est les gens qui ont liké. C'est le cumul de tous les likes qu'il y a eu sur l'ensemble de ces publications. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est un engagement qui est un peu plus fort. Alors un like, ça ne veut pas dire un vote non plus, hein, mais c'est déjà un peu plus d'engagement. C'est un peu plus d'engagement aussi parce que c'est ce qu'on appelle le slacktivisme. C'est une façon de commencer à être activiste depuis son canapé. C'est pas très engageant, mais quand même. Et puis ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui suivent et qui apprécient ces vidéos. Alors la question, elle est à quoi ressemblent ces vidéos ? Je vous propose de regarder la dernière. Celle qu'il a épinglée. Capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Et donc ça, voilà comment ça fonctionne sur TikTok. 1,6 million de vues quand même sur cette vidéo. Donc ça ne veut pas dire de nouveau que les gens vont voter pour lui, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais ça veut dire qu'il y a un intérêt certain. Et du coup, j'ai été regarder, on va mettre de côté le président de la République qui a un rôle particulier, mais j'ai regardé M. Mélenchon, vous avez vu que c'est le numéro 2. Et M. Mélenchon, il a combien de j'aime ? Vous avez compris le ratio entre les deux. Mais le ratio, il est un petit peu moins fort pour lui depuis quelque temps, mais il reste très fort, parce que vous voyez, il a 38,4 millions quand même de j'aime, donc il est assez puissant. Et je me disais qu'on pourrait peut-être faire un petit flashback sur les élections présidentielle, il y a un petit débat qu'il va avoir avec Zemmour et ça lance en fait son compte TikTok et depuis, en fait, il a compris comment ça fonctionne, il a bien compris les codes. Tout à l'heure, on a vu M. Bardella, il a compris les codes où on mélange, on met des... Voilà. Je vous laisse regarder ce petit flashback. Je prépare mon débat avec Zemmour. C'est le 3e. Cette musique est terrible, mais ça avait fonctionné. 7,6 millions de vues. Donc là encore, on voit bien que quand on a les codes, et puis ça lui ressemble, il ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on va dire que la question de savoir s'il faut être sur TikTok ou pas, elle ne se pose pas fondamentalement si vous voulez convaincre les jeunes, si vous voulez leur parler. D'autant que j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer, qui est que TikTok a lancé une fonctionnalité qui s'appelle Lit. Donc voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Et bien en gros, plus vous regardez de vidéos, plus vous avez des points, et plus vous avez des points, plus vous avez des chèques cadeaux. Chez Amazon, ça ne va pas aider à désaddicter, si ça se dit comme terme, les adolescents aux vidéos sur TikTok. Mais comme si vous regardez des vidéos politiques, ça compte pour avoir des points, on va dire que c'est un sujet en soi intéressant. En effet. Plus globalement, quel va être le rôle des réseaux sociaux dans cette campagne des européennes ? Alors, notre éminent spécialiste d'Instagram l'a dit, quand on regarde l'ensemble des responsables politiques, eh bien, voilà, on voit leur score. On voit que donc M. Bardella est le numéro 1 de loin sur TikTok. Sur X, eh bien, c'est Marion Maréchal, sachant que Mme Ayer est un peu loin derrière, et même si on regarde Besoin d'Europe, qui est le site officiel de sa liste, elle est un peu loin derrière. Ensuite, sur Instagram, le champion toute catégorie, c'est M. Glucksmann. Et on voit que les autres essayent de faire comme ils peuvent, sachant que là, on vous a mis le nombre de likes pour Facebook et le nombre d'abonnés pour ces différents sites. Vous avez aussi YouTube, vous en avez d'autres. Et globalement, on voit qu'il y en a 3 qui sortent vraiment fortement. Et dans les 3 qui sortent vraiment fortement, eh bien, en numéro 1, celui qui pour le moment est le plus efficace parce qu'il a beaucoup d'engagement, beaucoup de vues, beaucoup de reprises, eh bien, c'est M. Bardella. En numéro 2, c'est Mme Marion Maréchal, qui elle aussi a beaucoup d'engagement, en particulier sur Facebook, où les gens la suivent, commentent et sont très, très fortement derrière elle. Et en 3e, M. Glucksmann, grâce certes
à Instagram, mais aussi, il a aussi de l'engagement. L'engagement, ça veut dire mobilisation de vos troupes, mais là où c'est intéressant et où c'est important, c'est d'aller convaincre des gens qui ne sont pas dans votre communauté naturelle. C'est ce que fait le plus fortement aujourd'hui M. Bardella. Donc ça répond à la question de est-ce qu'il faut aller sur TikTok ? Bah oui, si vous n'y êtes pas, les autres y sont, et vous laissez la place à des gens qui arrivent à convaincre. Guzman n'y est pas, mais il l'a justifié pourquoi il n'y était pas. Oui, mais la réalité, c'est que sur Insta, il tourne en boucle sur ces mêmes... voilà. Comme dans l'oreillette, on nous dit, il faut arrêter. Dubitatif. Non, mais par contre, est-ce que le choix d'Instagram de Glucksmann, c'est un choix qui peut... C'est un choix qui compense le fait de... Voilà, on vient d'être arrêté par le gong, donc voilà. On va terminer l'émission sur ces bons mots. Merci à vous d'avoir regardé Politique sur France 24 et à la semaine prochaine. Non.